il y avait un problème dans les années 70, en dehors de, vous en avez beaucoup entendu parler, de la lutte pour l'avortement et de la lutte pour changer la loi sur le viol. Donc ça se passe entre 75 et 80. Mais il y avait aussi les débats que nous avions nombreux, surtout dans l'extrême gauche ou la gauche, qui étaient, on arrivait à dire comme slogan le privé politique, et puis on arrivait aussi à dire prolétaire de tous les pays qui lavent vos chaussettes, donc qui fait le boulot, ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale. Et puis il y avait aussi, notamment chez les trotskistes et maoïstes, mais surtout chez les trotskistes, parce que j'étais plus proche des maoïstes que des trotskistes, l'idée qu'il y avait des femmes exploitées. Mais c'était vrai aussi de l'aile gauche du socialisme, puisque le PSU, Parti Socialiste Unifié, fondé en 60 avec le PSA et l'UGS, je m'en souviens dans mon enfance, avait publié un livre qui m'a fait sursauter, c'était 18 millions de bonnes à tout faire. Ah non, 18 millions de bonnes à tout faire, c'est-à-dire toutes les femmes qui travaillent sont des bonnes à tout faire. Alors là, le problème commence à se compliquer. D'abord parce qu'il y a un vrai million de femmes qui sont employées de maison. On dit presque plus bonne à tout faire à ce moment-là, on le dit parfois encore. Donc, on a un problème entre le privé serait politique, c'est-à-dire il y a un travail gratuit à la maison, puis il y a des femmes exploitées parce que, on le dit encore, l'inégalité salariale est phénoménale. Elle n'a pas tellement bougé depuis 25 ans. Moi je suis ça un peu, puisque dans les moments de parenthèse politique que j'ai eu, j'avais fait un papier dans Le Monde sur les inégalités professionnelles et je m'avais peut-être mal fait voir, mais par mes supérieurs. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il y a du gratuit, il y a du mal salarié, et il y aurait tout le monde qui appartiendrait à ce monde. Et à ce moment-là, donc ce sera mon premier livre, Femmes toutes mains, essai sur le service domestique, qui maintenant s'appelle Service ou servitude, du titre de la première partie. C'est quoi la question? Elle est simple. Qu'est-ce que le service en démocratie? C'est du service. Et notamment, il y a tous ces débats des colloques féministes des années 1900 qui disent, bon, d'accord, on est féministe, mais alors on fait quoi? On aura toujours le droit de sonner notre bonne pendant la nuit? Pas sûr. Elle se pose la question, et c'est transcrit dans les actes de colloque. Donc là, on sent bien qu'il y a une question. Si on veut l'égalité, et je vais revenir sur les deux principes de la démocratie, égalité et liberté, si on veut l'égalité, qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, vous pourrez avoir l'expression le care, ou l'expression charge mentale, mais moi je veux le concept. Et le care, il y a du service dans le care. Il y a du sale, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le mot qui convient par rapport à la démocratie qui pose l'égalité, non seulement des sexes et genrés, mais aussi, bien sûr, l'égalité sociale. Qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là? Il faut poser la question, qu'est-ce que le service? Qu'est-ce que la dépendance? Donc ce sera mon premier exemple, et vous voyez que je vais aller très vite, et je vous donne justement un petit éclairage pour que vous compreniez à quel point c'est une vraie question que se pose la démocratie. Pendant la Révolution française, quand on vote la citoyenneté active pour les hommes, il y a une catégorie d'hommes qui n'aura pas la citoyenneté active. Les domestiques mâles. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent d'un maître, donc ils ne sont pas libres. Donc ils n'auront le droit de vote, les domestiques mâles, que lorsqu'il y aura le suffrage universel, dit depuis très peu de temps masculin, mais qu'il était en 1848, au moment de la Révolution de 1848. Donc un domestique mâle est dans le service. Qu'est-ce que le service par rapport à la démocratie? Je vous clôt le truc pour pas que ça prenne trop de temps, et je passe à l'exemple suivant, qui est beaucoup plus tard, mais qui est toujours intéressant parce que c'est dans la filiation d'une question qui est quel est le rapport entre les êtres. Parce que si vous voulez, vous avez deux possibilités d'indépendance et de subversion, de féminisme, c'est soit d'obtenir un droit, j'ai le droit de travailler, j'ai le droit d'avoir un compte en banque, j'ai le droit de faire des études, etc., etc. Ça c'est l'individu. Puis il y a la question du rapport. Dans service, on a le rapport. Il y a une autre question qui s'est posée à moi, assez clairement, dans la décennie 90, on avait deux gros débats dans la décennie 90, je dis surtout pour ceux qui étaient encore tout petits. Il y avait
la question du mariage pour tous, qui ne s'appelait pas encore mariage pour tous, mais Pax de solidarité. Le mariage pour tous n'arrivera qu'avec Christiane Taubira et après les années, et au XXIe siècle. Mais donc le Pax, pour savoir si ça pouvait être semblable à un mariage ou pas, et puis si un Pax c'était comme un mariage ou pas. Et puis on avait le problème de la prostitution. Est-ce qu'une femme est libre de se prostituer ou faut-il abolir la prostitution? Et puis on avait aussi le port du foulard, depuis l'histoire de Créteil, 90, sur est-ce qu'on est libre, en dehors du fait que a-t-on le droit de porter le foulard à l'école, c'était, en dehors de cette question qui a été réglée par la loi de 2004, c'était est-ce qu'elle est libre de porter un foulard ou est-ce qu'elle n'est pas libre? Vous voyez que le mot liberté vient d'entrer dans mon discours après le mot égalité. Deuxième principe de la démocratie. Donc là, on a affaire à des débats sans fin sur oui, elle est libre, oui, elle n'est pas libre, oui, elle peut, non, elle ne peut pas, etc., etc. Et finalement, le mot qui apparaissait le plus clair dans tout ça, et notamment c'est autour des débats sur le foulard que c'est apparu surtout dans les débats médiatiques, c'était si elle consent, où est le problème? Si elle consent, donc c'était le mot consentement qui a surgi pour moi, et de fait, je vous le dis, que j'ai écrit un livre sur le consentement qui est sorti en 2007, donc 10 ans avant l'histoire MeToo, comme bilan de cette parenthèse politique à laquelle j'ai été convoquée plus que je ne l'ai choisie, mais que j'ai assumé avec beaucoup de cohérence personnelle, intime. Le mot consentement arrive, et ce qui va déclencher pour moi l'écriture de ce livre, c'est lorsqu'une élue verte, française d'ailleurs, au Parlement européen à Strasbourg, donc dans les séances, dans les grandes séances de Strasbourg, dit cette phrase: puisqu'elle consent à se prostituer, où est le problème? Et là, mon sang de philosophe de terrain n'a fait qu'un tour. C'est quoi cette question? Non mais ça va pas du tout, il y a un problème. Le problème c'est quoi? C'est qu'est-ce que le consentement? Mais pas le consentement seulement individuel. Le consentement est-il un argument politique? Est-ce que c'est un... Et je vais écrire tout un livre à cause de ça. Donc en remontant jusqu'au XVIIe, Milton qui parle du divorce comme des fautes, qui veut le consentement mutuel dans le divorce, qui est toute une histoire passionnante qu'on a sur 3 siècles. Donc je suis obligée d'aller voir ce que c'est que le consentement. Mais pas seulement le consentement individuel, comme on l'a beaucoup aujourd'hui à cause des violences sexistes et sexuelles et des viols. Mais simplement, c'est d'abord un argument qui peut servir collectivement. Mais ça serait l'addition d'individus qui ferait du collectif. Et là, on tombe sur le poteau rose. C'est que le contrat social est fabriqué à partir du consentement. Les citoyens délèguent, comme dit si bien l'ami Rousseau, ils vont déléguer à la volonté générale leur volonté particulière. Donc on va consentir. Le contrat social est fait de consentement, et si vous voulez l'image la plus simple, et que j'emploie toujours et pas seulement moi, vous consentez à l'impôt. Vous y pensez quand vous faites vos déclarations que vous consentez à l'impôt? Non. Ben oui, c'est le mot qui est dans le texte. Vous êtes dans le consentement politique. Donc la question était bien, est-ce un argument politique? Et c'est ce qui, moi, après coup, évidemment m'intéresse plus, même si ça en fait partie, bien sûr, mais je vais y venir, que le consentement tel qu'il est décrit par rapport aux violences, qui là renvoie à autre chose, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais dont j'aime bien parler, qui fait la suite, parce que, évidemment, quand MeToo est arrivé, comme j'avais écrit ce livre 10 ans plus tôt, je me suis trouvée prise un peu dans la tempête des débats autour de tout ça. Ce qui apparaît quand même à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je peux faire de cela alors que ça reste un impensé de nos sociétés. Et c'est ce qu'il y a dans tous les dénis qu'on voit en ce moment, on n'en parlait pas, on ne savait pas. Bon, on est dans le déni pur, c'est ce qu'on appelle le déni aujourd'hui, mais il y a des variantes absolument extraordinaires. Mais l'époque, à cette époque-là, etc., c'est bien plus intéressant que cela. Y a-t-il, et là, je me réfère à des travaux autres que les miens, que j'ai découverts aux États-Unis en 88 et que j'ai eu la chance de faire traduire 10 ans plus tard, grâce à l'Institut Émilie du Châtelet du Conseil général parisien, c'est, de Carole Patman, le contrat sexuel.
sous le contrat social, il y a un contrat sexuel. Sauf qu'il n'est pas explicite. MeToo permet d'expliciter ce contrat sexuel, mais le travail n'est pas encore fait assez. Et on le retrouvera dans d'autres textes du 19e, des philosophes, dont je parlais justement jeudi dernier, qui vont se poser la question de savoir comment on définit le mariage. Une union, une association, un contrat, le lien sexuel, comment ça se définit tout ça? Ils hésitent au lendemain de la Révolution française, ils ne savent pas comment faire. Ce que je raconte dans certains de mes textes que j'ai cités, ou même dans mon dernier livre. Donc voilà, il y a une indécision sur la définition de ce que c'est que le lien sexuel. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus comparer le père et le roi, on ne peut plus comparer la famille et l'espace public, le gouvernement civil et politique. Donc, comme le dit Rousseau très bien, c'est un sophisme de les comparer, exit Montesquieu et tous ceux qui précèdent, et là, il va falloir séparer les choses. Mais en les séparant, on a laissé de l'impensé, volontaire, involontaire, comme vous voulez. Et donc la question du consentement, voilà à quoi ça m'a servi quand j'écris ce livre, juste après mon passage au Parlement européen, c'est-à-dire pour trouver à la fois la question individuelle et la question collective, donc on est bien dans le problème féministe, à propos d'un consentement qu'on supporte surtout venant des femmes, et consultez vos dictionnaires, pas les plus récents, mais juste même du début du XXIe siècle, ou même d'un peu avant, et regardez les définitions. Par exemple, je crois que c'est dans le grand dictionnaire, dans un des Robert, où vous avez l'adjectif substantivé consentant, 2 points, je le cite dans mon livre, ne se dit guère que des femmes. Donc la symétrie de la question du consentement est posée dans notre histoire moderne et contemporaine. Voilà, donc voilà, les concepts, c'est comme ça que je fabrique. 3e exemple, là je vais vite, mais bon. 3e exemple, celui de la démocratie. La démocratie, donc l'ère démocratique qui donnera la République, l'ère démocratique arrive à la fin du XVIIIe, pensée du XVIIIe puis Révolution française, et ça donnera de la République, première, deuxième, à peine quelques semaines en 1948, puis 3e après la guerre et la Commune. Donc, que se passe-t-il? La question, j'entendais tout à l'heure parler, je vais là préciser quelque chose puisque en fait c'est mon livre Muse de la raison que j'ai écrit au moment du bicentenaire de la Révolution française en 1980, que j'ai publié en 1900, c'est de savoir ce qui s'est passé pour que le 19e siècle soit ce qu'il a fabriqué, à savoir une inégalité fondamentale, pas seulement à cause des mécanismes démocratiques et républicains, aussi par les mécanismes de la révolution industrielle. Il en était un peu question tout à l'heure avec l'écoféminisme, mais moi je peux remonter jusqu'à Julie Victoire d'Aubier, qui fait un livre sur la femme pauvre au milieu du siècle, c'est la première bachelière, celle qui a voulu passer le bac en 1860, et qui se demande ce que la révolution industrielle a détruit au niveau de la subsistance des femmes. Donc tout ça fait qu'il faut remonter, voir ce qu'a fait la Révolution française. Donc avant même la République se pose la question démocratique. Démocratie, j'y viens, égalité et liberté. Donc s'il y a égalité et liberté, c'est pas grave si on est un libéral. Un peu de liberté, un peu d'égalité, ça fait pas de mal. Encore aujourd'hui. Donc Charles de Latretel, il peut accepter une jeune femme dans son cours à la Sorbonne. C'est pas toutes les femmes qui vont arriver dans son cours à la Sorbonne. Le libéralisme, il y arrive. De la même façon que dans l'Ancien Régime, il peut y avoir quelques femmes. Sauf que le féminisme, c'est, comme dirait, j'aime bien le citer, Léon Abinsour au début du XXe siècle, donc pas Miguel mais Léon, un cas d'aspiration collective vers l'égalité. Le féminisme a à voir avec l'égalité. Ce qui va me permettre de vous dire du mal du masculinisme tout à l'heure, si j'ai temps. Mais voilà. Donc, c'est un cas d'aspiration collective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'égalité, si on la met en marche, c'est pour toutes. C'est pas pour quelques-unes. Parce que les libéraux, ils sont très bien. Après, dans les années 1840, moi, j'aime bien les lire, ils sont généreux. Parce qu'ils peuvent faire des exceptions. Mais est-ce que l'exception confirme la règle? En démocratie, oui. L'exception confirme la règle. Donc il faut
que pour toutes. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que finalement, c'est les plus révolutionnaires, c'est les plus à gauche, et ça expliquera nos 2 siècles de mouvements ouvriers pas toujours favorables au féminisme, c'est peu de le dire. Moi, en l'espace de ma vie, j'ai vu quand même la CGT qui nous tapait dessus dans les défilés et qui maintenant défile avec les féministes, donc on peut voir en 50 ans les choses comme elles se passent. Mais il est hors de question de penser que c'est une revendication politique sérieuse. Mais pourquoi ils ne veulent pas que ça soit sérieux dans le mouvement ouvrier depuis la deuxième moitié du 19e et au 20e? Précisément parce que ça met quelque chose en cause de l'ordre du pour toutes. Sauf que le pour toutes, c'est très intéressant, parce que c'est ça leur problème, et ça sera le problème des babouvistes, par exemple. C'est-à-dire, c'est pour ça que, quand je commence mon livre par le texte qu'on appelle souvent, ce qu'on appelle soit un manifeste, soit surtout un pamphlet, d'un babouviste qui a co-rédigé le manifeste des égaux avec Babeuf, Sylvain Maréchal, qu'il faudrait défense d'apprendre à lire aux femmes. Parce que si elles commencent à lire, ben c'est la citoyenneté qui arrive. Donc il faut se rendre compte que, avant même la question de l'universel et de la République, il y a la question de la démocratie, c'est-à-dire du pour toutes. Et le pour toutes, c'est aussi le pour chacune. Parce qu'il y a en fait, moi j'analyse deux disputes, parce qu'évidemment, Sylvain Maréchal, ça tire la réponse de plusieurs femmes qui disent ça ne va pas du tout ce que vous racontez, et Dieu sait si son texte est fort. Hein. Moi j'en fais un chapitre entier d'origine de mon livre à cause de ça. Et il y a un autre débat qui est du côté des arts, hein, avec un poète dont vous avez oublié le nom, et moi aussi, Écou Charles Brun, qui se dispute avec une femme dont on se souvient encore, Constance de Salm, qui est une contemporaine de Germaine de Staël, une écrivaine tout à fait remarquable. Même on monte encore 24 heures d'une femme sensible au théâtre. Et il lui dit « Inspirez mais n'écrivez pas. Vous êtes là pour faire l'amour la nuit avec le poète, et comme ça il fera des jolis poèmes. » Là je caricature, mais le texte c'est à peu près ça. Et elle répond « Les arts sont à tous ainsi que le bonheur. » Ben voilà, moi j'ai envie d'écrire, j'écrirai. Et ça, c'est le pour chacune. Mais c'est ça, la démocratie, c'est le pour toutes et le pour chacune. À partir de ce moment-là, il faut savoir comment on se situe par rapport à ça. Et on peut... Alors après, la République, qu'est-ce qu'elle va faire? La pensée de la République. Ben, la pensée de la République, elle s'exprimerait assez facilement par une expression qui dit, ça revient à ce que je vous disais quand on a séparé la famille de la cité, c'est les hommes font les lois, les femmes font les mœurs. Bah oui, elles font les mœurs, elles élèvent les enfants, quoi. Vous avez compris. Précieuse moitié de la République, dit Rousseau, dans sa dédicace au discours sur l'origine de l'inégalité. Précieuse moitié de la République, vous entendez bien que l'important c'est le mot précieux. Elles vont être précieuses pour élever les citoyens. Donc, les hommes font les lois dans l'espace public, les femmes font les mœurs à la maison. Ça sera la République. C'est partager la famille de la cité. Séparer les deux. Et surtout, ne pas faire ce qu'on finira par faire quand même au XXe siècle, surtout dans la deuxième moitié, c'est de faire rentrer l'égalité dans la famille. Parce que c'était ça la question. Il ne faut pas faire rentrer l'égalité n'importe où, pas plus à l'université que dans la famille. Donc avant de parler des droits de l'homme, il faut voir qu'ils ont une pensée profonde sur les conséquences de ce que c'est que la démocratie. Après, on peut avoir des mensonges. C'est comme, il a quand même fallu attendre, je sais pas, l'école de mes enfants pour qu'on dise suffrage universel masculin, c'est-à-dire 21e siècle, ou fin 20e. Nous avons ici beaucoup appris que c'était suffrage universel en 1848. Alors on était quelques mal élevés féministes, toujours à lever la main et dire « Ouais, masculin, hein, on est d'accord. » Mais c'était pas dans les textes. Vérifiez les manuels chez vous. C'est vraiment intéressant. Normalement, maintenant, il y a masculin tout le temps. Et ça se dit même dans les médias et tout. Mais moi je sursaute encore. Parce qu'il aura fallu quoi, 150 ans pour qu'on dise masculin? C'est quand même intéressant. Bon, on pourrait aussi parler d'Olympe de Gouges. J'ai vu qu'elle avait une rue dans le coin d'ailleurs, sur mon plan. Bon, on ne parlait pas beaucoup d'elle, hein, il y a encore quelques années. Donc voilà, c'est donc... Après, quand je lis encore aujourd'hui, mais c'est pas possible, que c'est Napoléon qui a fait un mauvais code, et c'est pas gentil pour les femmes, ce n'est que la conséquence, le code napoléonien, de cette pensée profonde
qui est celle de qu'est-ce qu'on fait avec la démocratie, si ça doit être aussi l'égalité des sexes et pas seulement l'égalité abstraite entre tous les individus. Et c'est ce qui va donner, donc moi je vais, puisqu'on parle de production de concepts, cette expression que j'emploie encore, qui était le sous-titre à l'époque de ma première édition, c'est la démocratie exclusive, et non pas excluante. On ne dit pas, comme dans l'Antiquité, les femmes n'ont pas le droit d'eux. On ne le dit pas, on le fait. Donc, elles n'auront pas le droit, mais on ne va pas le dire. Ou bien, on va dire, ah ben oui, mais vous savez, l'activité, c'est tous les médecins philosophes, y compris le grand Cabanis, l'activité cérébrale est inversement proportionnelle à l'activité utérine. Alors, si elles doivent faire des enfants, elles ne peuvent pas avoir l'activité intellectuelle. Ah oui, mais ça dure encore. Mais c'est écrit noir sur blanc par les médecins philosophes. Donc, c'est comme ça qu'on va les écarter de l'universel, mais sans le dire nécessairement. Et j'ai l'habitude de citer toujours l'article 7 du Code civil napoléonien, est citoyen toute personne jouissant de l'ensemble de ses droits civils. Ben oui, mais elles ne jouissent pas de l'ensemble de leurs droits civils, donc, mais on ne l'écrit pas, elles ne sont pas citoyennes. Ça, c'est la démocratie exclusive. Alors, après qu'on fasse, comme j'ai lu encore récemment du Code Napoléon, une cause de la misère des femmes au XIXe, non, c'est une conséquence. Il faut voir il faut faire du concept, il faut voir où est de l'épistémologie, où sont les pensées de l'égalité. Alors, comme le temps passe, et que je voulais justement vous dire des choses sur l'égalité et la liberté, et pour ça, je vais prendre un autre exemple, un autre choix de concept. Là, vous voyez, je témoigne au fond de mon travail, mais c'est que je défends la méthode, ou en tout cas la recherche, c'est la question de la contraception et de l'avortement. Donc ma génération est évidemment complètement impliquée dans cette affaire. Certains ont vu sans doute hier Miso Mazo, moi j'étais dans la bande qui faisait ça, donc c'est une autre époque, quoi. Et on est complètement là-dedans. Et quand ça va continuer, on va être très sérieuse, puisque c'était une loi pour 5 ans, la loi Veil. Mais il y a une immense manifestation en 79 pour que cette loi soit prolongée, etc., etc. Donc c'est un long combat, et où on peut joindre contraception et avortement, parce que même si la loi de la contraception 67 en France, antérieure à 68, dont le nom va me revenir, c'est un homme, un sénateur, pardon ? Neuwirth, merci. Les décrets ne sont pas là. Donc, on a un long parcours. Et qu'est-ce que ce parcours? Donc, c'est pour dire, pourquoi je dis que c'est un long parcours? Pour dire que c'est une question qui nous tracasse, qui nous travaille. Et puis, comment il faut éventuellement des remboursements, des accords. Enfin, bon, c'est un dossier qui continue année après année. Depuis le 21e, ça va mieux. Et il y a un colloque qu'organise le Collège de France en 98 sur la contraception qui s'intitule « Contrainte ou liberté ». Contrainte ou liberté, vous entendez déjà là, on pose une question, on n'a pas la réponse. Bon, il se trouve que je participe à ce colloque pour de multiples raisons, aussi pour mon statut de délégué interministériel à cette époque-là, et je vais intituler mon papier « L'habeas corpus, une double révolution ». Donc je propose de considérer la contraception et l'avortement comme un habeas corpus. Qu'est-ce qu'un habeas corpus? Habeas corpus, c'est tuer un corps, hein. On est en latin, on est en 779, on est en Angleterre. Et l'idée, c'est qu'est justiciable quelqu'un qui aura son corps à montrer, quelqu'un qui a un corps. Donc, pourquoi je n'invente rien quand je propose habeas corpus? Je traduis à ma façon, c'est-à-dire philosophiquement, ce qu'il y a dans les slogans américains puis français, Our bodies, ourselves. Nos corps, nous-mêmes. Et c'est-à-dire, mon corps m'appartient. Phrase que, évidemment, vous connaissez, slogan que vous connaissez parfaitement. Donc, mon corps m'appartient. Je propose de dire que c'est une descendance de l'habeas corpus, l'habeas corpus étant en amont des déclarations des droits de l'homme de la fin du XVIIIe, puisque c'est un siècle plus tôt. Mais ça ne parle que du corps. Alors, pourquoi je vais m'arrêter un instant sur cet exemple, parce que ça part dans différentes directions et c'est complexe. La première direction,
c'est que donne l'habeas corpus. Donc c'est une révolution historique de dire qu'on dépénalise l'avortement. Je vous signale que ce n'est pas un droit qu'on obtient, c'est d'abord, dans la plupart des pays du monde, une dépénalisation. Et il y a une pétition qui circule en ce moment pour que les femmes qui ont été accusées d'avortement puissent être, j'allais dire absoutes, mais c'est pas le langage religieux. Bref, vous m'avez compris, qu'on puisse donc annuler leur condamnation. Donc là, c'est un événement historique, première révolution. Non pas que l'avortement n'existait pas, vous pensez bien qu'on avorte depuis la nuit des temps, avec tous les moyens du bord, comme on sait. Mais surtout, c'est une révolution parce que la science vient aider la chose. Donc c'est immense. C'est grâce à la science qu'on va pouvoir considérer la contraception et l'avortement comme étant non seulement légitimes, mais aussi sûrs. Jusqu'à ce que d'autres exemples, effectivement, viennent corriger un peu mon affirmation. Néanmoins. Et c'est une révolution copernicienne, pourquoi ? C'est une révolution copernicienne parce que, et c'est ma génération, on l'a vécu, je l'ai vécu, ce n'est plus moi qui tourne autour de la nature, mon corps qui tourne autour de la nature, c'est la nature qui va tourner autour de mon corps, c'est moi le centre. Our bodies, mon corps m'appartient. C'est copernicien, c'est un retournement de perspective. Donc c'est pour ça que je l'appelle ainsi. Mais je reviens, donc vous voyez, j'essaye d'ouvrir plusieurs pistes à ce moment-là, et c'est encore aujourd'hui intéressant de garder toutes ces pistes, car c'est complexe. Sur l'habeas corpus, en général, attaquer l'avortement, vous avez peut-être remarqué depuis quelques années que l'avortement sort dans les campagnes politiques, notamment aux États-Unis, mais aussi au Brésil. Quand Dilma Rousseff s'était présentée. Donc l'avortement est une question politique. Ça, il faut le comprendre, pas seulement une histoire de code de la santé, comme en 2002 on va le faire en France, en passant du code pénal au code de la santé, parce que c'était dans le code pénal l'avortement. Donc ça passe dans le code de la santé. Non, pour moi ça ne suffit pas, c'est une question politique. Pourquoi c'est une question politique ? Un détail parmi d'autres. Que fabrique la fin de l'avortement dans un État du centre des États-Unis? Il se passe ce qui se passait chez nous. Les plus riches vont aller à l'étranger. J'ai accompagné une fois une jeune femme à Amsterdam, au début des 70, la Suisse, Amsterdam, la Belgique. Aux États-Unis, pareil, vont aller dans les autres États voisins qui autorisent l'avortement. Ça, ce sont les plus riches. Et les moins riches, il va faire des enfants. Donc si on veut reproduire de l'inégalité sociale, et pas seulement de l'inégalité genrée, voilà ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on attaque la libération des femmes dans ce qu'elle a de plus important, à savoir la conquête de l'autonomie d'une personne. Et c'est ça qui se passe, et c'est ça qui est très dangereux. C'est-à-dire, l'attaquer l'avortement, c'est attaquer l'égalité, la possible égalité. Et vous voyez comment je fais intervenir la notion d'égalité. J'appelle ça, dans un de mes livres, un opérateur de pensée. L'égalité démocratique est un opérateur de pensée. Je lis par exemple l'attaque de l'avortement par rapport à la question de l'égalité. C'est aussi une question de liberté, bien sûr, on le sait. Et que vont faire les gouvernements ? Je viendrai après à l'habeas corpus. Je l'ai noté là cet hiver. Quand on fait passer dans la Constitution l'avortement, comme l'a fait notre président, très bien, géopolitiquement, c'est top. Il y a des pays dans le monde qui vont dire « Vous avez vu, ils l'ont mis dans la Constitution ». Vraiment, c'est top. Sauf qu'on a remplacé droit par liberté. C'est-à-dire que le projet, qui était un projet qui venait de la gauche, c'était droit. Dans le texte, nous aurons le mot liberté. Et dans ce texte, alors le mot liberté, je vais y revenir, et c'est les conditions de la liberté. Il faut garantir les conditions de la liberté garantie. Tout le monde m'a dit, ça va Geneviève, c'est la garantie, c'est la liberté, c'est bon et tout. Les conditions de la liberté, qu'est-ce que vous faites? Milei, il le dit tout court, hein, le président d'Argentine. On supprime tous les endroits où les femmes peuvent avorter. C'est tout, on n'a plus besoin de lutter sur le plan symbolique. C'est-à-dire constitution, pas constitution, loi, pas loi. On casse le matériel. Ce qu'ils sont en train de faire aussi aux États-Unis pour chasser les envois de pilules abortives. Mais
les conditions de la liberté, c'est ça. C'est ce qui permet, éventuellement, de freiner l'avortement sans le dire. Tout ça est très gênant. Mais c'est la liberté qui est aussi le mot gênant. Pourquoi? Parce que, moi j'appelle ça un sismographe. Autant j'appelle l'égalité un opérateur qui me permet de lire, autant la liberté c'est beaucoup plus compliqué. Parce que la liberté va toujours, éventuellement, être considérée comme dangereuse ou pas. Donc comment on arrête la liberté? Comment on permet la liberté? Donc la liberté est un truc incertain. Et d'ailleurs, les Saint-Simoniennes, en 1830, quand elles publient leur journal, commencent par l'appeler La Femme Libre, leurs copains saint-simoniens, avec toute la bande de gens très 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 révolutionnaires sur le plan des mœurs, leur dit non, non, et elles vont changer et appeler la Tribune des femmes. Ce qui est très bien. Tribune, ça veut dire qu'on s'installe dans l'espace public. Donc c'est formidable. Mais donc ça veut dire, voilà, que donc vous avez cette liberté qui peut être considérée comme bonne ou mauvaise. L'égalité, non. L'égalité, c'est de la logique. C'est pour ça que, de Poulain de la Barre à Simone de Beauvoir, je parle facilement de logicien de l'égalité. Donc, mais la liberté, non. C'est compliqué. Et d'autant, petit addendum à la chose, vous savez ce que dit la Déclaration des droits de l'homme. Ma liberté commence où s'arrête celle d'autrui. Alors, si l'embryon ou le fœtus est un autrui, ce que pensent les opposants à l'avortement, on va défendre l'autrui contre l'autre autrui qui veut sa liberté pour avorter. Ça, on me dit, tout le monde m'a dit, tous les magistrats m'ont dit qu'il ne fallait pas que je m'en fasse, que le temps qu'on arrive à mettre en cause tout ça, mais c'est ça qu'il y a. Donc liberté, c'est un sismographe, c'est quelqu'un qui, c'est comme dirait Fourier, c'est ce qui est la mesure d'une société. On mesure la société avec la situation des femmes. J'adore ça chez Fourier. Parce que je trouve ça très juste, c'est dit encore très régulièrement, c'est repris. Amartya Sen, l'économiste, récemment, quelques années, le disait aussi. La situation des femmes est une mesure de la société. Donc, en attendant, sur la liberté, on est sur quelque chose, alors il y aurait d'autres exemples à prendre, j'ai pas le temps, mais vous voyez, c'est là où je vois comment fonctionne l'égalité et la liberté, qui sont effectivement le fondement même de la République, à savoir la démocratie. Donc, ça c'est important pour qu'on puisse ensuite peut-être en venir. Alors, ah oui, j'ai pas eu le temps, mais je vais passer quand même si je vais avoir assez de temps pour moi-même. C'est que l'habeas corpus, il est repris par Agamben, Giorgio Agamben, grand philosophe italien, mais aussi, ça avait été Foucault avant, sur la question du biopouvoir, de la biopolitique. Alors là, j'ai absolument pas le temps de parler de cette question, mais il y a là encore quelques concepts pour nous faire travailler. Le biopouvoir, c'est ce qui a permis qu'on fasse avorter nos concitoyennes des îles lointaines. Hein. Françoise Vergès l'a assez dit, et elle a raison, qu'on a obligé, il y a des pays où on oblige les femmes à avorter. Donc il y a du biopouvoir. Alors, Agamben attaque aussi l'expression habeas corpus, donc là j'ai vraiment pas le temps, mais c'est pour dire que là on travaille sur le concept. Hein, c'est pas seulement un droit qui serait le droit de choisir son corps, etc. etc. Alors peut-être, pour avancer, vous parlez d'un certain nombre de termes qui posent problème dans notre pensée féministe. Après, si j'ai 2 secondes pour la conclusion ou bien dans la discussion, je vous dirai comment moi je vois les choses d'un point de vue de ce que j'appelle l'historicité, qui est en gros la proposition philosophique qui est la mienne depuis toujours, et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec les historiennes, puisque j'ai co-dirigé le volume 4 de l'histoire des femmes avec Michel Perrault dans la grande série, voilà, donc j'étais très impliquée avec les historiennes à l'époque. Mais ce à quoi il faut réfléchir, c'est à partir du fait que dans les travaux de la pensée féministe, il y en a qui travaillent sur l'émancipation et d'autres qui travaillent sur la domination. Je déconstruis, j'analyse, et d'ailleurs, tiens, je pourrais dire un mot sur le mot stéréotype au passage, et puis des gens comme moi et ma bande de copains de Révolte Logique, mais aussi des amis féministes, c'était de travailler sur l'émancipation. L'émancipation, ce n'est pas une seule formule avec une théorie ou une conviction, une opinion. C'est quelque chose qui se travaille et il y a des contradictions dans l'émancipation. Il y a des contradictions, j'en ai cité tout à l'heure. Hein. Est-ce que vous êtes pour les travailleuses du sexe ou contre ou pour l'abolition de la prostitution?
Qu'est-ce que vous faites entre les deux? Ben, l'Europe, elle se casse le nez là-dessus depuis... je me souviens que le rapport qu'on avait fait, le dernier rapport qu'on avait fait à la commission femmes, il n'a jamais pu passer en plénière, parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord, quelles que soient les couleurs politiques, évidemment. Et ça continue maintenant, et maintenant on peut critiquer le fait que l'Allemagne et d'autres pays ont fait des maisons de prostitution, alors, et donc ne cherchent pas à attaquer... Voilà, on est en pleine contradiction, très important. Analyser les contradictions de l'émancipation. Et moi, je vais même plus loin, je dis il faut habiter la contradiction, on n'a pas le choix. Il y a des lieux, des endroits, dans les travaux que nous faisons, dans les réflexions que nous faisons, où il faut habiter la contradiction. Juste peut-être un mot pour quelques vocables utilisés très souvent. Et moi, comme vous avez entendu, que j'arrête pas de m'intéresser aux mots, M-O-T-S, des mots qui sont employés dans le vocabulaire médiatico-intellectuel d'ailleurs, du féminisme. Par exemple, le mot sexisme. Très mal employé le mot sexisme. On en a fait, y compris dans des textes internationaux, on l'a défini par le mot discrimination. Mais non. Discrimination, c'est séparé en jugeant. Hein. Crimen, discrimen. Séparé en jugeant. Je suis discriminé parce que je suis moins payé que mon voisin de bureau. Ça, c'est à un certain temps donné de l'évolution humaine. Vous serez d'accord avec moi, République en général. D'ailleurs, discrimination est un néologisme de 1877 français. Or, ça s'arrange un peu, mais ça fait plus d'une bonne dizaine d'années que je lutte pour dire que le sexisme, c'est de la disqualification. Vous n'êtes pas de la même qualité que moi. Donc il traverse les siècles, le sexisme. On peut être dans l'Antiquité et être l'objet et avoir des propos sexistes. Je vous renvoie à des tas d'ouvrages maintenant qui existent sur tout ça. Donc, il faut faire attention aux mots tels qu'on les emploie. Le sexisme, c'est de la disqualification. C'est une question de qualité. Et tous les siècles sont concernés. Ce n'est pas de la discrimination. La discrimination peut être une conséquence de la disqualification. Par exemple, de même, comme vous m'entendez citer la Révolution grâce à Julie Daubié, féministe du milieu du 19e, ou bien la Révolution de 1848, sur laquelle je fais mon premier texte, etc. etc. Donc dans tout ce remue-ménage du 18e, on ne peut pas accepter, quand on vous propose, historiographiquement parlant, de parler de vague du féminisme. La première vague, ça sera la Troisième République. Alors là, je pleure pour toutes mes amies qui ont fait leur journal féministe de février à juin 1848, ou d'autres. Et on ne peut pas non plus dire qu'il y a eu une deuxième vague en 70, puis une troisième. Alors ma génération, on a fait 2 vagues en 150 ans, et il y en a avant 1870 qui n'existent pas. Donc l'histoire du féminisme... Alors bien sûr, c'est parce que le vocable féminisme, à savoir le néologisme, date de la fin du Second Empire. Et, chose intéressante, il sort d'abord dans le vocabulaire médical. Arrêt de développement d'un jeune garçon, pour faire tuberculose, autre chose. Il y a une thèse, Fanou de la Cour, je le cite dans mon livre Musée de la Raison, je suis allée voir les archives, c'était à l'époque encore à Versailles, avant la BNF, etc., etc. Bon, donc, ça vient du langage médical. C'est intéressant parce que c'est en même temps tout à fait politique. Je vous signale au passage que genre vient aussi du langage médical, hein, en 1950. C'est d'abord médical avant d'être politique. Intéressant, non pas pour rabattre sur le médical, ça n'a rien à voir. C'est pour voir comment la pensée humaine s'en sort, quoi. Parce que ce qui se passe depuis la Révolution, c'est la question qui est posée, et ça sera posé par les tenants de ceux qui écrivent sur l'amour au lendemain, que j'ai travaillé beaucoup, de Sénancourt à Stendhal, c'est est-ce que l'égalité produirait de la confusion des sexes? Mais il n'y aura plus que de l'amitié si on est tous pareils. Fini l'amour, fini l'altérité, etc., etc. Donc vous voyez comment on est dans le sujet de la démocratie. Je trouve qu'on simplifie ce qui serait les protestations féministes ou l'historicité de la protestation féministe, ou le fondement même de cette historicité qui participe de ce que j'appelle la sexuation du monde, c'est-à-dire tout le monde fait l'histoire, c'est pas un chapitre supplémentaire la question des femmes. Alors, autre mot qui me vient, j'en avais noté plusieurs, un sur lequel j'ai beaucoup... Alors, j'ai fait un petit livre en 2015
qui s'appelle Les excès du genre, qui est un tout petit livre qui était chez Ligne et qui est maintenant au seuil en poche. Les excès du genre, j'avais 3 thèmes, parce qu'on me demandait toujours d'intervenir sur ces questions-là et j'en avais marre, donc j'ai dit je vais l'écrire. Premièrement, le mot genre. Je suis obligée d'aller très très vite, mais le mot genre. Il me dit que j'ai plus que 30 secondes, donc je vais essayer en 30 secondes. Le mot genre, alors on va le faire dans la discussion. Je vous propose, donc j'attaque, parce que si on dit les genres, c'est-à-dire ce qu'on a voulu, le mot genre est une promesse conceptuelle. Une promesse conceptuelle. Mais si on le met au pluriel, on retombe sur la binarité et sur ce qu'on voulait, ou sur ce qu'on voulait se séparer. Donc on fait une boucle sur soi-même. Stéréotype, c'est pareil. Je fais aussi tout un chapitre sur stéréotype pour proposer cliché, et maintenant on pourrait proposer biais. Stéréotype, ça veut dire, ah ben oui, il y a donc des essences, des types. Si je dis cliché, ça veut dire que c'est juste la multiplication de l'image. Ça vient de la typographie et c'est passé dans la photographie. C'est 1 plus 1 plus 1. Si vous dites stéréotype, c'est que vous installez sur la table même, là, les types. Mais moi, je ne veux pas. Donc on fait les trucs en boucle. Donc je m'arrête. Merci beaucoup, Geneviève Fraisse.